Alors, comme il a été dit, cette soirée est intitulée « La vie sous pression ». Et de fait, c'est bien ainsi que se trouve aujourd'hui la vie, sous pression, de plus en plus sous pression. Cela est vrai pour la vie en général. Les études scientifiques s'accumulent, qui rendent compte du taux alarmant d'extinction des espèces, au point que des spécialistes redoutent que ne se produise au cours du XXIe siècle une 6e extinction de masse d'une rapidité sans précédent. La nature se trouve dans un état de vulnérabilité critique. La maison commune se délabre. Sous pression, la vie humaine l'est également. Des progrès continus de la technologie, on attendait encore dans les années 1960 un allègement tout aussi continu de la peine des hommes. Le travail contraint et pénible devait occuper une fraction toujours plus faible du temps humain au profit d'activités choisies et gratifiantes. Un demi-siècle plus tard, on s'aperçoit que c'est moins une société des loisirs qui est advenue qu'une société de la fatigue. Pourquoi cette fatigue, malgré tout ce que la technologie fait pour nous? Les raisons sont multiples, et j'en soulignerai une seule. Nos ennuis ne viennent pas de ce que nos technologies manqueraient de puissance, mais de ce qu'elles sont trop puissantes. Trop puissantes pour respecter les équilibres naturels, de là les ravages infligés à notre maison commune. Trop puissantes pour être ajustées à nos facultés naturelles, de là qu'en même temps qu'elles nous servent, les technologies se mettent à nous asservir, qu'en même temps qu'elles nous facilitent la tâche, elles nous épuisent parce qu'elles nous font vivre dans des conditions et à des rythmes pour lesquels nous ne sommes pas faits. Et c'est dans ce contexte que l'idéologie transhumaniste se développe. Les transhumanistes sont des gens qui entendent mobiliser l'éventail entier des technologies et ils misent sur leur coalescence pour non plus seulement agir sur le monde extérieur, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, mais aussi pour modifier notre propre constitution pour nous augmenter. Et ces augmentations sont présentées comme autant de chances d'épanouissement de notre être, comme autant de moyens de nous faire accéder à une condition supérieure. Avant de les croire, il est bon de se rappeler dans quel contexte est apparue la notion de cyborg, contraction de cybernetic organism. À la fin des années 1950, on se mit à envisager de coloniser l'espace. Pour cela, de longs voyages habités étaient à prévoir, et le problème technique le plus épineux à résoudre n'était pas de construire des vaisseaux capables de traverser les espaces intersidéraux, mais d'assurer la survie des êtres humains qu'ils avaient mission de transporter. D'où l'idée qui germa, dès le début des années 1960, au lieu de s'échiner à recréer artificiellement des conditions de vie terrestres à l'intérieur des vaisseaux spatiaux, ne serait-il pas plus simple de modifier la constitution des astronautes pour leur permettre de survivre dans des conditions extraterrestres? Cette modification des fonctions vitales devait passer par un amalgame du corps humain avec la machine, par l'incorporation de composants exogènes, ce qu'on appelle exactement aujourd'hui des augmentations. Et cette origine de la notion de cyborg donne à réfléchir. L'ambition est de permettre à un être humain de continuer à vivre dans un environnement pour lequel il n'est pas fait. Et c'est de cette manière que le transhumanisme doit aujourd'hui être envisagé, non pas comme ce qui nous ferait accéder à une condition supérieure, mais comme ce qui nous permettrait de survivre dans des conditions de plus en plus insupportables aux êtres humains que nous sommes. Plutôt que d'augmentation, il faudrait plutôt parler de kit de survie en environnement hostile. Norbert Wiener, fondateur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de la cybernétique, le disait déjà, je le cite, « Nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons maintenant nous modifier nous-mêmes pour vivre au sein de ce nouvel environnement. » Fin de citation. Voilà donc notre situation. La transformation du monde par la technologie moderne avait pour but de façonner un monde plus hospitalier, plus accueillant aux êtres humains, à tous les êtres humains.
Mais passé un certain seuil de transformation, la technologie se met à engendrer un monde si décalé par rapport à nos facultés naturelles que nous éprouvons de plus en plus de difficultés à y vivre, à nous y épanouir et à y fructifier. La technologie était censée adapter le monde à nos besoins et à nos désirs, et maintenant c'est nous qui devrions nous adapter au monde ainsi transformé en nous transformant nous-mêmes. Nous nous trouvons donc à une croisée des chemins. Ou bien nous estimons que la technique doit servir l'être humain. Dans ce cas, nous devons considérer l'être humain tel qu'il est et veiller à ne pas franchir certains seuils au-delà desquels la technique, au lieu de servir notre épanouissement et notre fructification, se met à nous épuiser et à nous rabougrir. Ou bien nous idolâtrons la puissance technologique au point d'estimer que c'est à nous de nous adapter à ses exigences et de lui livrer notre propre corps. Les transhumanistes sont partisans de cette seconde branche de l'alternative. Pour rallier des populations réticentes à leur cause, ils n'hésitent pas à promettre tout et n'importe quoi jusqu'à l'immortalité. C'est le principe de l'inflation. Moins une monnaie inspire confiance, plus il faut empiler les billets pour acheter la moindre chose. Moins un projet est raisonnable, plus il faut émettre des promesses fabuleuses pour arracher le consentement de populations dubitatives. Les populations ont raison de se méfier. En acceptant de s'auto-machiner, l'être humain ne deviendra nullement immortel. En revanche, il radicalisera sa dépendance, déjà exorbitante, à un gigantesque système technologico-économique sur lequel il n'a aucune prise et qu'il sera contraint de servir sans broncher, sous peine d'être débranché. Pour lui, la déconnexion signifiera immédiatement la mort. Avec le transhumanisme, le monde deviendrait une sorte d'extension des services hospitaliers de soins intensifs d'aujourd'hui, où le corps n'est maintenu en vie que par son branchement sur un appareillage high-tech. Le transhumanisme flatte des fantasmes infantiles de toute puissance, mais prépare des états de dépendance totale. C'est bien pourquoi, au demeurant, il bénéficie du soutien de puissantes firmes qui tireraient grand profit de cette totale dépendance. Beaucoup de ménages souffrent aujourd'hui de la part sans cesse croissante dans leur budget des dépenses dites contraintes. Il devient toujours plus onéreux d'être simplement en mesure d'exister dans l'espace social. Imaginez ce qu'il en serait si, en plus, vous deviez financer vos augmentations, leur entretien et leur mise à jour permanente. Et plus question alors de se rebeller façon gilet jaune, il suffirait au maître du système, pour juguler toute contestation, de désactiver à distance les fonctions implantées sans lesquelles on aurait désappris à vivre. J'ai dit que les promesses les plus spectaculaires des transhumanistes n'étaient pas réalistes, qu'elles n'étaient que des leurres destinés à arracher le consentement des populations à une artificialisation toujours plus grande de l'existence. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ce qu'il faut combattre, ce ne sont pas les perspectives ultimes du transhumanisme, qui sont des leurs, mais la façon qu'a le discours transhumaniste de nous habituer à considérer l'être humain comme un chantier technologique, afin de nous faire consentir à des évolutions délétères. En martelant que les véritables changements sont devant nous, le transhumanisme laisse penser que les changements qui ont déjà eu lieu ou qui s'opèrent en ce moment ne méritent guère que l'on s'y attarde. Pendant que l'on s'alarme d'un hypothétique futur transhumain, on critique avec moins de virulence des évolutions qui, malgré leurs aspects déjà inhumains, revêtent en comparaison des allures rassurantes et débonnaires. Comme le remarquait Jacques Ellul, je le cite, « Ce n'est jamais que la vieille ruse de guerre. On simule une grande attaque avec trompettes et lumières, de façon à attirer l'attention des défenseurs de la citadelle, cependant que la véritable opération, creusement d'une mine par exemple, se situe tout à fait ailleurs et se déroule autrement. » Fin de citation. Je pense ici en premier lieu à l'artificialisation galopante de la procréation, qui est à l'heure actuelle l'aspect le plus saillant
du transhumanisme réellement existant. Un mot pour terminer sur l'argument régulièrement avancé par les tenants du transhumanisme lorsqu'on refuse de s'enthousiasmer avec eux des perspectives qu'ils dessinent. L'argument de l'inéluctable. On connaît les propos du professeur de cybernétique Kevin Warwick, qui ont le mérite de la franchise. Pour lui, de la même manière que dans un lointain passé, les humains se sont séparés de leurs cousins chimpanzés, dans les temps qui viennent, les augmentés vont se séparer des simples humains qui ne représenteront plus par rapport à eux que les chimpanzés du futur, voués à disparaître ou à croupir dans les quelques réserves que les post-humains consentiront peut-être à leur ménager. Telle serait donc l'alternative, s'augmenter ou être asservi. Vous refusez de vous augmenter? Pas de problème, tant pis pour vous. Ce que vous ne faites pas, d'autres le feront et ils vous domineront ou vous extermineront. L'argument, dans sa brutalité, donne à penser. D'un côté, nous sommes arrivés à un stade où le déploiement de la puissance technologique, je l'ai déjà dit, au lieu de servir l'épanouissement et la fructification de l'humain, s'est mis à ravager la terre et les cultures humaines. Mais d'un autre côté, un fait demeure, la technologie dote ses détenteurs d'une puissance supérieure. D'où le danger de ne pas en disposer. Il n'est que de penser au sort peu enviable des peuples que les Européens ont colonisés au XIXe siècle, simplement parce que ceux-ci disposaient de fusils et de canonnières. Pour ma part, j'avoue que je préférerais disparaître humainement que survivre inhumainement. Comme le notait saint Thomas d'Aquin, je le cite, « L'âne ne désire pas devenir cheval, car il cesserait d'être lui-même. » Fin de citation. Je me sens comme cet âne. Indépendamment de cela, nous en sommes arrivés à un point où, même dans une optique de survie, je ne crois pas qu'il soit très avisé de mettre tous ses œufs dans le panier technologique. Hillary Clinton, alors qu'elle était première dame des États-Unis, s'est rendue dans un village du Bangladesh où la fondation qu'elle parrainait aidait les femmes à développer une activité agricole. Bien entendu, malgré l'aide reçue, la condition matérielle de ces femmes demeurait misérable par rapport à la sienne. L'une des habitantes du village, toutefois, demanda à Hillary « Et vous, est-ce que vous avez une vache ?» Eh bien non, Hillary Clinton n'avait pas de vache. Évidemment, elle n'en a pas besoin. Quand elle veut du lait, quelqu'un lui en apporte. Il n'en reste pas moins que le lait vient des vaches et qu'Hillary Clinton ne peut en boire que si toute la chaîne logistique qui va des vaches à son réfrigérateur fonctionne sans à-coups. Que cette chaîne se trouve coupée et la paysanne bengali se retrouve en meilleure posture qu'Hillary Clinton, en meilleure posture que, il faut le dire, l'immense majorité d'entre nous. Pour traverser les temps chaotiques qui s'annoncent, je pense que nous devrons moins compter sur la sophistication à outrance des systèmes que sur la robustesse de nos modes de vie. Nos plus précieux atouts ne seront pas des implants, mais les facultés et vertus très humaines que nous aurons su garder vivantes. Nous aurons besoin de toutes nos racines, les racines terrestres et les racines du ciel. Je vous remercie.